Le 20 août 2025, un juge français s'est réveillé dans un monde qui n'existait plus. Ses cartes bancaires ne fonctionnaient plus. Ses comptes Amazon, PayPal, Airbnb fermés. Ses virements en dollars bloqués. Nicolas Guilloux, magistrat à la Cour pénale internationale, venait d'être placé sous sanctions américaines. Son crime ? Avoir autorisé un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien. Du jour au lendemain, un citoyen européen, un juge, un homme qui n'avait fait que son travail, s'est retrouvé exclu du système financier mondial, depuis son propre pays. En France. Pourquoi ? Parce que la quasi-totalité des cartes bancaires en Europe sont Visa ou Mastercard, deux entreprises américaines qui obéissent aux lois américaines et qui peuvent couper votre accès à votre propre argent, si Washington le décide. Ce n'est pas un cas isolé. C'est un mécanisme. Un mécanisme que l'Europe a ignoré pendant des décennies. Le juge Guilloux a décrit sa situation avec une phrase qui devrait hanter chaque Européen. Il a dit que c'était comme un retour aux années 90. Plus de paiement en ligne, plus d'achats numériques, plus de services bancaires normaux. Parce qu'un décret signé à Washington avait suffi à l'exclure de la vie moderne. Et la présidente de la Commission des affaires économiques du Parlement européen est allée le voir personnellement. Elle en est revenue avec un constat glaçant. Ce qui arrive au juge Guilloux pourrait arriver à n'importe quel citoyen européen. Mais ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes change tout, parce que l'Europe vient enfin de réagir, et les implications vont bien au-delà des paiements. J'ai documenté l'ensemble de ce dossier, les mécanismes de dépendance, les vulnérabilités de chaque pays, et ce que les données révèlent sur la vitesse à laquelle l'Europe construit ses alternatives. La recherche financière, lien dans la description. Mais laissez-moi d'abord vous montrer les chiffres. Visa et Mastercard traitent ensemble près des 2/3 de toutes les transactions par carte dans la zone euro. C'est la Banque centrale européenne qui le dit. 13 pays de l'Union n'ont aucune alternative nationale. Aucune. Et même dans les pays qui disposent de systèmes locaux comme CB en France ou Girocard en Allemagne, ces systèmes ne franchissent vraiment pas les frontières. Un Français ne peut pas utiliser CB en Belgique. Un Allemand ne peut pas utiliser Girocard en Italie. Pour tout paiement transfrontalier, l'Europe dépend entièrement d'infrastructures américaines. C'est ce contexte qui rend l'accord du 2 février 2026 si significatif. Ce jour-là, à Amsterdam, l'European Payments Initiative et l'Alliance Europea ont signé un protocole d'accord historique. D'un côté, Wero, le portefeuille numérique créé par 16 banques européennes, dont BNP, Paribas et Deutsche Bank. De l'autre, les systèmes nationaux déjà en place, Bancomat en Italie, Bizum en Espagne, MBWay au Portugal, VEPS, MobilePay dans les pays nordiques. Le résultat, 130 millions d'utilisateurs connectés. 13 pays. 72% de la population de l'Union européenne et de la Norvège, et c'est ici que je dois être honnête avec vous. Ce que j'ai montré jusqu'ici n'est que la surface. Les véritables implications ne deviennent visibles que lorsqu'on analyse les données en profondeur. J'ai documenté 3 analyses que ce format vidéo ne permet pas de présenter. Premièrement, la cartographie complète de la dépendance européenne, pays par pays. Quels sont les 13 pays sans alternative ? Quels pays ont des systèmes locaux qui reculent face à Visa et Mastercard ? Et surtout, quels pays sont les plus vulnérables, en cas de sanctions similaires à celles imposées au juge Guilloux. Deuxièmement, la chronologie de la construction de Wero depuis 2020, les phases d'abandon, le pivot stratégique et les projections réalistes de parts de marché d'ici 2030. Troisièmement, l'analyse des flux de données. Chaque paiement via Visa ou Mastercard génère des données comportementales qui quittent l'Europe. Qui achète quoi, où, quand, combien ? Wero change cette équation en gardant ces données sous contrôle européen. 5 analyses, 1 accès. Pour toujours. La recherche financière. Lien dans la description. Mais continuons, parce que ce qui se passe en parallèle au niveau politique mérite votre attention. Le même jour que l'accord d'Amsterdam, à Louvain en Belgique, Mario Draghi a prononcé un discours qui a fait l'effet d'un séisme. L'ancien président de la BCE a déclaré que l'intégration profonde avait créé des dépendances exploitables lorsque les partenaires n'étaient pas des alliés. Que l'interdépendance était devenue une source d'influence et de contrôle. Ce n'est pas un commentaire de blogueur, c'est un diagnostic d'ancien banquier central. Et ce diagnostic explique pourquoi l'Europe accélère sur 2 fronts simultanément. Le premier front, c'est Wero, le secteur privé. 16 banques, 500 millions d'euros d'investissement, 47 millions d'utilisateurs déjà actifs. Le deuxième front, c'est l'euro numérique, le secteur public. Une monnaie électronique émise directement par la Banque centrale européenne. Le 11 février, 3 jours avant cette vidéo, le Parlement européen a voté massivement en faveur de l'euro numérique. 443 voix pour, 71 contre, 117 abstentions.
une majorité écrasante. Christine Lagarde a été explicite devant les parlementaires. L'euro numérique éviterait une dépendance excessive à des fournisseurs étrangers pour les systèmes de paiement essentiels à l'économie européenne. Ce qu'elle avait déclaré sur une radio irlandaise en avril 2025 était encore plus direct. Que vous utilisiez une carte ou un téléphone, tout passe par Visa, Mastercard, PayPal ou Alipay. D'où viennent ces prestataires? Des États-Unis ou de la Chine? La présidente de la Commission des affaires économiques du Parlement européen a été encore plus franche. Elle a expliqué qu'elle était allée voir le juge Guillou et que ce qui lui arrivait pouvait arriver à chacun d'entre nous. Parce que l'Europe est dépendante sur absolument tout. Infrastructure numérique, infrastructure de paiement. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous comprenez l'ampleur du défi. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que, cette fois, les conditions sont radicalement différentes de toutes les tentatives précédentes. Je le sais parce que j'ai analysé chaque tentative et chaque échec. La recherche financière, lien dans la description. Maintenant, regardons ce que Wero fait concrètement. Et pourquoi cette fois pourrait être différente? Wero fonctionne sur un principe radicalement différent de Visa et Mastercard. Les réseaux de cartes traditionnels fonctionnent comme des intermédiaires. Quand vous payez avec votre carte, votre banque envoie la demande à Visa ou Mastercard, qui la route vers la banque du commerçant, qui confirme la transaction. À chaque étape, des frais sont prélevés, et à chaque étape, des données sont collectées et stockées sur des serveurs américains. Wero élimine cet intermédiaire. Le système est déconstruit sur les virements instantanés SEPA. Quand vous payez avec Wero, l'argent va directement de votre compte bancaire au compte du commerçant en quelques secondes, sans passer par une infrastructure américaine. Pour l'utilisateur, c'est simple. Vous associez votre numéro de téléphone à votre compte bancaire. Pour payer, vous utilisez ce numéro. Pas de carte physique, pas de numéro IBAN à retenir, pas d'intermédiaire étranger. Et les chiffres montrent que ça fonctionne. Depuis son lancement en juillet 2024, Wero a accumulé plus de 47 millions d'utilisateurs inscrits. En Belgique, en France, en Allemagne et maintenant aux Pays-Bas. Plus de 7,5 milliards d'euros ont été transférés via la plateforme. Plus de 100 millions de transactions entre particuliers ont été traitées. Et plus de 1100 institutions bancaires sont déjà membres du réseau. Mais jusqu'à récemment, Wero n'était qu'un outil de transfert entre particuliers. Vous pouviez envoyer de l'argent à un ami, mais pas payer chez un commerçant. Ça a changé fin 2025. En Allemagne, Wero est maintenant disponible pour les paiements en ligne chez des commerçants comme Lidl, Decathlon et Rossmann. En France, Air France, Leclerc et même la Direction générale des finances publiques ont signé des accords pour intégrer Wero comme moyen de paiement. La France et la Belgique suivront pour les paiements en ligne courant 2026. Et les paiements en point de vente physique, par contact de téléphone, sont prévus pour 2026 et 2027. La feuille de route est ambitieuse. Permis paiement en un clic pour le commerce en ligne, paiement sans contact en magasin, remboursement instantané et même un système d'abonnement géré directement depuis l'application. Maintenant, je sais ce que vous pensez. L'Europe a déjà essayé de créer des alternatives à Visa et Mastercard, et ces tentatives ont échoué. Pourquoi cette fois serait différente? C'est exactement la bonne question. Et la réponse se trouve dans ce qui a changé entre 2021 et aujourd'hui. En 2021, 20 banques venues de Pologne, d'Espagne, d'Allemagne et de Finlande ont quitté le projet. L'initiative semblait morte. Les analystes financiers ont déclaré que l'Europe avait raté sa dernière chance. Mais les 13 banques restantes ont pivoté. Au lieu de construire un réseau de cartes pour concurrencer Visa et Mastercard sur leur propre terrain, elles ont choisi une approche complètement différente. Un portefeuille numérique basé sur les virements instantanés. Pas de cartes, pas de réseau de cartes, pas d'intermédiaire. Et 3 facteurs rendent cette tentative fondamentalement différente. Premier facteur, le financement. 500 millions d'euros investis par les banques fondatrices. Ce n'est pas un projet pilote, c'est un investissement stratégique avec un engagement à long terme. Deuxième facteur, l'urgence géopolitique. En 2021, personne n'imaginait que les États-Unis utiliseraient Visa et Mastercard comme armes. Puis la Russie a été coupée des réseaux de paiement internationaux en 2022. Et un juge français a été exclu du système financier en 2025. L'urgence n'est plus théorique, elle est concrète. Troisième facteur, la réglementation. L'Union européenne a adopté 2 règlements qui changent la donne. Le règlement sur les paiements instantanés oblige toutes les banques de la zone euro à traiter les virements en moins de 10 secondes d'ici 2025. Et la directive PSD3, qui entre en vigueur cette année, crée un cadre favorable au paiement de compte à compte.
En d'autres termes, la réglementation européenne avantage structurellement Wero par rapport aux réseaux de cartes traditionnels qui ont été conçus pour des délais de traitement plus longs. Mais il y a un aspect de cette histoire que presque personne ne couvre, et c'est peut-être le plus important. Les données. Chaque fois qu'un Européen utilise sa carte bancaire, effectue un paiement en ligne ou partage une facture avec des amis, les données de cette transaction quittent le territoire européen. Elles sont stockées et analysées sur des serveurs américains. Qui achète quoi? Où? Quand? Pour combien? À quelle fréquence? Ces informations dessinent un portrait comportemental complet de chaque consommateur. Pour les banques, ces données ont une valeur considérable. Elles permettent de construire des modèles de comportement client, d'anticiper les tendances de consommation, de calibrer les offres de crédit. Mais quand ces données passent par Visa ou Mastercard, ce sont ces entreprises américaines qui contrôlent l'accès. Avec Wero, les banques européennes récupèrent un accès direct à ces données transactionnelles en temps réel, sans filtrage par un intermédiaire américain. Pour les responsables du renseignement économique et les décideurs politiques, c'est un enjeu majeur. Les données de paiement révèlent les schémas de consommation, les dépendances dans les chaînes d'approvisionnement et les vulnérabilités économiques d'une population. L'Europe est en train de refermer cette brèche. Parlons maintenant de l'éléphant dans la pièce. Les dirigeants de Visa et Mastercard ont publiquement déclaré qu'ils n'étaient pas inquiets de la concurrence européenne. Ils pointent que les échecs passés des tentatives d'unification des paiements en Europe. Mais ces tentatives passées n'avaient pas 500 millions d'euros de financement bancaire. Elles n'avaient pas 47 millions d'utilisateurs existants. Et elles n'avaient pas l'urgence géopolitique qui pousse aujourd'hui les gouvernements européens à agir. Le paysage concurrentiel a fondamentalement changé. Et il y a un détail technique que les analystes de Wall Street semblent ignorer. Wero ne cherche pas à remplacer les cartes bancaires du jour au lendemain. La stratégie est plus subtile que ça. Prenez les Pays-Bas. Le système iDeal, utilisé par pratiquement tous les Néerlandais pour payer en ligne, est en train de migrer vers Wero. La migration a commencé en janvier 2026. D'ici fin 2027, iDeal sera entièrement intégré dans Wero. Les utilisateurs néerlandais ne devront même pas changer leurs habitudes. L'expérience restera familière. Seule l'infrastructure sous-jacente changera. C'est la même approche que pour Paylib en France, qui a été absorbé par Wero fin 2024, transférant ses 35 millions d'utilisateurs français. Plutôt que de demander aux consommateurs d'adopter quelque chose de nouveau, Wero absorbe les systèmes existants. C'est ce qui rend cette stratégie redoutable. Mais revenons au tableau d'ensemble. Ce que nous observons en ce moment n'est pas simplement une compétition entre entreprises de paiement. C'est une restructuration de l'architecture financière européenne. D'un côté, le secteur privé avec Wero et l'alliance de 130 millions d'utilisateurs. De l'autre, le secteur public avec l'euro numérique, dont la phase pilote est prévue pour 2027 et le lancement possible dès 2029. L'Europe construit une redondance dans sa souveraineté de paiement. Si Wero ne suffit pas, l'euro numérique prendra le relais. Si l'euro numérique tarde, Wero aura déjà posé les bases. Et c'est là que le précédent russe prend tout son sens. Quand Visa et Mastercard ont coupé la Russie de leur réseau en mars 2022, les paiements nationaux russes ont été immédiatement perturbés. Les décideurs européens ont pris note. Si les relations géopolitiques se détériorent, les entreprises de paiement américaines peuvent être utilisées comme armes économiques. L'Europe construit une infrastructure pour que ce scénario devienne impossible. Et le cas du juge Guillou a transformé cette crainte abstraite en réalité concrète. Un citoyen européen, vivant en Europe, exerçant une fonction européenne, s'est retrouvé exclu du système financier par une décision américaine, sur le sol européen. Avec des moyens de paiement européens qui se sont avérés dépendants de l'infrastructure américaine, 70 économistes et experts, dont Thomas Piketty, ont publié une lettre ouverte en janvier 2026. Ils ont qualifié l'euro numérique de seule défense de l'Europe face à la domination des services de paiement américains. Ils ont mis en garde les décideurs contre les pressions du secteur bancaire visant à limiter la portée du projet. Le paradoxe est saisissant. Les banques européennes financent Wero pour se libérer de Visa et Mastercard. Mais ces mêmes banques s'inquiètent à que l'euro numérique ne fasse concurrence à Wero et ne réduise leurs propres dépôts. C'est une tension structurelle, mais c'est aussi la preuve que l'Europe prend enfin le sujet au sérieux. Posons-nous une question simple. Quel est l'enjeu financier ? Visa et Mastercard traitent ensemble environ 24 000 milliards de dollars de transactions par an dans le monde. En Europe, les paiements par carte représentent 56% de toutes les transactions sans espèces. Les réseaux de cartes facturent généralement entre 1 et 2% de frais aux commerçants. Si Wero capture ne serait-ce que 20% du volume de transactions européen d'ici 2030, cela représenterait environ 1 400 milliards d'euros de volume annuel qui migrerait hors des réseaux américains.
À un taux de frais moyen d'1,5%, ce sont 21 milliards d'euros de revenus annuels qui changeraient demain. Ce n'est pas une menace concurrentielle pour deux entreprises, c'est un transfert structurel de souveraineté financière, et c'est exactement ce que les marchés commencent à intégrer. Regardez les investissements, regardez les accords signés, regardez la vitesse à laquelle l'Europe légifère, regardez les discours de Draghi et Lagarde. Ce ne sont pas des signaux faibles, ce sont des signaux explicites. L'Europe est en train de construire une alternative à la domination américaine sur les paiements. Et cette fois, contrairement aux tentatives précédentes, elle a les moyens, la volonté politique et surtout l'urgence géopolitique pour le faire. La question n'est plus de savoir si Wero va s'étendre. La question est de savoir à quelle vitesse les décideurs américains vont reconnaître que le découplage européen en matière de paiement n'est pas réversible. Quand 130 millions d'Européens pourront payer au-delà de leurs frontières sans toucher un seul réseau américain, ce ne sera pas simplement un problème concurrentiel pour Visa et Mastercard, ce sera un changement structurel dans la souveraineté financière qui réduira le levier américain sur le comportement économique européen. Et c'est un schéma que nous avons déjà vu. La dédollarisation, les réserves d'or des banques centrales, les systèmes de messagerie alternatifs à SWIFT. Les paiements ne sont qu'un front de plus dans une reconfiguration globale du pouvoir financier. Chaque semaine, je documente ces mouvements. Les données, les accords, les conséquences. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment, et pas seulement ce que les gros titres vous disent, abonnez-vous, activez la cloche. Et je vous retrouve très bientôt avec la suite de cette analyse. Les faits sont là. Les chiffres ne mentent pas. La seule question, c'est de quel côté de l'histoire vous voulez être.